Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan de mes meilleures et de mes pires lectures de l'année 2022. J'ai 12 meilleures lectures à vous présenter, j'en ai choisi une par mois de l'année et j'en ai, que je dise pas de bêtises, 5 ou 6 je crois en termes de pire lecture parce que je voulais pas choisir une pire lecture par mois parce qu'il y a des mois tout simplement où j'ai eu que des bonnes lectures, donc j'ai vraiment choisi les livres que j'ai le moins aimés sur toute mon année et donc il n'y en aura pas autant que mes meilleures lectures, ce qui veut dire que ça a été une année quand même plutôt positive. Mais on va commencer avec le négatif, comme ça après on peut passer que au positif. C'est que des livres que je n'ai pas en papier parce que généralement en fait je garde pas les livres que j'apprécie pas dans ma bibliothèque parce que j'ai pas assez de place. Voilà, sauf s'ils sont super beaux. J'avoue que si j'ai des éditions collector, je peux les garder, mais bref, la plupart je les ai pas dans ma bibliothèque, donc du coup je vous mettrai à chaque fois la couverture ici. Je précise aussi que c'est complètement subjectif. Je ne dis pas que le livre est nul, loin de là, je dis juste que c'est les lectures avec lesquelles moi je n'ai pas accroché. Peut y avoir vos lectures préférées dedans, je n'énigre pas vos goûts, je précise juste que ça ne l'a pas fait pour moi. Et je sais, je vois déjà venir certains commentaires qui disent « Oui, mais tu n'as pas lu l'intégralité de la saga, ça devient mieux à partir du tome de machin. » Si j'aime pas, je vais pas me forcer à aller lire la suite, même si ça s'améliore. C'est juste pas fait pour moi, c'est pas grave, il y a beaucoup de gens qui apprécieront la saga. Et voilà. Sur ce, on peut commencer par le premier livre. Là, j'avoue que je me suis moi-même tiré une balle dans le pied parce que je me suis dit, est-ce que tu tenterais pas de lire le genre... Alors, c'est pas de la dark romance, c'est de la... comment dire ? Je sais pas comment appeler ça. Bref, c'est Ice Planet Barbarian, je sais pas trop comment le décrire. C'est genre romance smut mais avec des aliens. Je sais pas, je me suis dit, après tout Valentine, tu n'as jamais testé. Peut-être ça va être une révélation et je vais me dire, mais j'adore en fait. Bah non. Voilà, spoiler alerte, non. C'est juste pas fait pour moi, j'avoue que le côté... en fait déjà je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue, quoi. Mais après je pense que c'est tout simplement pas le livre que tu lis pour l'intrigue, on va pas se mentir. Mais bon bah j'ai pas apprécié non plus la romance, ni particulièrement les scènes de smut entre notre protagoniste et les aliens, qui heureusement ont quand même une forme un petit peu près humanoïde. Mais voilà, je sais juste maintenant que bon bah les romances de cul avec des aliens, ça n'est pas pour moi. Ensuite, celui-ci, je l'ai avec moi. Encore une fois, la preuve que quand c'est une belle édition, je vais la garder dans ma bibliothèque, même si j'ai pas aimé. Parce que c'est Book Lovers de Emily Henry. Et moi, j'ai l'édition dédicacée faite par Illumicrate. C'était le set des 3 romans. Il y avait Book Lovers, You and Me, On Vacation et Beach Read. Et comme j'adore le set, je l'ai commandé, même si j'ai pas aimé Book Lovers. Et... bah ouais, j'ai été hyper déçue parce que Emily Henry, c'est mon auteur préféré en termes de romance, on va dire. C'est elle qui m'a fait découvrir que je pouvais aimer des livres vraiment juste centrés sur la romance pour le coup. Mais celui-ci, ça l'a pas fait du tout pour moi. J'ai pas accroché avec l'humour. J'ai pas ressenti d'alchimie entre les personnages. J'ai pas trouvé sa plume... Enfin, j'ai pas été autant happée en fait dans son écriture. Et vraiment, l'humour que j'avais adoré dans les 2 autres livres, donc dans You and Me on Vacation et Beach Read, et ben je l'ai pas retrouvé dans celui-ci, j'ai vraiment pas accroché et j'ai passé ma lecture à lever les yeux au ciel à chaque interaction entre nos 2 personnages, donc je trouve ça un peu dommage, voilà, mais bon il en faut pour tous les goûts, il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé et j'espère juste que j'accrocherai beaucoup plus avec son prochain qui s'appelle Happy Place, il me semble, qui va sortir en 2023, donc j'ai hâte, j'espère que ça sera plus concluant que celui-ci. Ensuite on a Verity de Colleen Hoover. Alors celui-ci j'ai été hyper déçue parce que en fait je pensais que ça allait être un des Colleen Hoover que j'allais probablement le plus aimer parce qu'il y a l'aspect thriller. Et moi j'adore les thrillers, donc je m'étais dit allez on va tenter, on va voir ce que j'en pense. Et pour le coup ça l'a pas vraiment fait du tout pour moi parce que déjà j'ai trouvé la fin mais d'une facilité, c'est un truc qui m'insupporte ce genre de fin. Je vais pas vous dire ce que c'est parce que je vais pas vous spoiler, mais je trouve que c'est d'une facilité de faire ce genre de fin, ça m'insupporte. Voilà, ça m'énerve parce que tu peux faire ça et pas avoir à te prendre la tête entre guillemets. Encore une fois, je trouve que la manière dont elle écrit les scènes de sexe et les relations entre les personnages, je sais pas, moi je trouve qu'il y a un côté que je sais pas comment le décrire autrement, mais je ne ressens pas d'alchimie à chaque fois. Je sais pas, je trouve qu'elle raconte ça juste d'une manière hyper graphique et du coup j'arrive pas à ressentir d'alchimie entre les personnages à chaque fois. Donc voilà, la romance je suis passée à côté. Vraiment le côté thriller pendant une partie du bouquin j'ai bien aimé, mais vraiment la fin m'a fait complètement sortir du roman. Et puis encore une fois, ouais, les scènes de sexe, je comprends pas. Je ne comprends pas, je pense que je n'aime pas juste la manière dont Colleen Hoover écrit ces scènes de sexe, mais ça me... je sais pas, ça m'érisse les poils. Donc du coup, Verity, non plus, voilà. Je crois que Colleen Hoover, c'est 60% du temps j'aime pas, 40% du temps
parfois j'aime bien et quand j'aime bien, j'aime vraiment bien. Ensuite, j'ai lu Family of Liars, que j'ai beaucoup aimé, et ensuite du coup j'ai fait le chemin en sens inverse, mais c'est pas grave parce que je me suis pas trop spoilée. J'ai lu ensuite We Were Liars, après avoir lu Family of Liars, et je me suis rendu compte que Family of Liars est vraiment beaucoup mieux que We Were Liars. Si j'avais lu, je vais alterner entre le français et l'anglais, comme ça je vais éviter de me répéter 25 000 fois. Si j'avais lu du coup Nous les menteurs en premier, je pense que je n'aurais jamais lu Family of Liars, parce que déjà du coup ça fait très redondant, et en fait on dirait que Family of Liars c'est une version mieux de We Were Liars en fait. Donc voilà, je trouvais que sa plume avait vraiment augmenté entre guillemets entre le premier ouvrage et le second, et du coup en ayant lu le second et ensuite le premier, je me suis vraiment rendu compte de la différence et j'ai eu l'impression de relire à peu près la même chose mais en moins bien. Et les deux derniers sont ceux qui vont probablement m'attirer le plus de foudre de la part des gens qui me suivent, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur TikTok. J'ai tout bonnement détesté ma lecture du Prince captif, voilà, de C.S. Pacat, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Encore une fois, je pense que je suis tout simplement pas le public, parce que moi quand je lis cet ouvrage, encore une fois ma perception, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le voient différemment, il y a des gens notamment pour qui ça permet de se libérer de certains traumas. Pour moi, quand je le lis avec ma propre perception, j'ai du mal à voir ça autrement que de la romantisation du viol. Par exemple. Je sais que pour beaucoup de gens c'est différent, et encore une fois je ne dis pas que c'est ça, je dis que je le perçois de cette manière-là. Beaucoup de gens qui disent qu'il faut lire le second tome et tout. Je pense juste que c'est pas fait pour moi, et que dans tous les cas avec ma vision actuelle des choses, j'aurais du mal à voir ça autrement que comme je le vois pour le moment, donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vois pas l'intérêt de continuer de lire une saga juste pour taper dessus en fait constamment. Donc du coup bah voilà, je ne vais pas lire la suite. Et c'est comme ça que je perçois le livre. Je sais qu'il y a une belle évolution pour la suite des personnages. Néanmoins, dans le tome 1, je trouve qu'il y a ce problème-ci. Et que, étant donné la durée qu'il y a entre certains tomes, laisser un tome 1 sans justification, en tout cas que j'ai perçu à ces actes-là, c'est-à-dire que quand le tome 1 est sorti, il n'y avait pas tout de suite le tome 2, j'imagine. Et donc du coup, si c'est le tome 2 qui vient justifier ensuite, bah, ça veut dire que pendant un certain temps, on a juste le tome 1 avec les actions qu'on a dedans. Et moi, ça m'a posé problème à ma lecture. Donc voilà. Encore une fois, si vous avez aimé, je ne dis pas que vous avez mauvais goût, loin de là, juste c'est un livre qui n'est pas fait pour moi, et je sais juste que, eh bien voilà, je tenterai peut-être d'autres sagas de cette autrice, mais celle-ci ne rentre pas dans ce que j'apprécie lire. Après, on a Shatter Me, la deuxième saga qui va m'attirer les foudres de tout le monde, je pense. Beaucoup de fois encore, on m'a dit il faut lire la suite, tu vas voir, ça s'améliore, ça s'améliore, ça s'améliore. À partir du moment où j'accroche pas encore une fois avec la plume, ni avec les personnages, je pense pas que sa plume change radicalement au fil des tomes, donc je vois pas l'intérêt de continuer. C'est encore une fois, je pense juste question de goût quoi. Et voilà, moi j'ai pas aimé. Au tout début, j'ai aimé un peu le côté dystopie, et ensuite j'avoue que en fait, je pense que j'ai du mal avec ce genre de relation toxique. Je sais qu'elle évolue d'une bonne manière dans la suite, on me l'a dit, que ça restait pas une relation toxique, mais la manière dont ça débute, à chaque fois, ça me pose problème. Et du coup, j'arrive juste pas à rentrer dans l'histoire. Et j'ai pas envie, il y a tellement de livres que j'ai envie de lire autre que ces sagas-là, que si j'accroche pas, en fait, dans le premier tome, même si ça s'améliore par la suite, bah voilà, j'accroche pas, et puis c'est tout. Donc Shatter Me, ni la plume, ni la romance, ni même les personnages en eux-mêmes ne m'ont plu. Par contre, je trouvais que l'intrigue était plutôt intéressante et bien ficelée. Mais ça n'a pas suffi pour me donner envie de continuer la saga. Et enfin, le dernier livre que j'ai avec moi, mais j'ai oublié de le prendre, et je suis branchée avec mon micro-cravate, donc du coup je mettrai aussi la photo ici. C'est ma dernière lecture de 2022, et ça a été un DNF, donc un abandon. Et c'est A Deal with the Elf King, donc un pacte avec le roi elfe en français. Je n'ai pas du tout accroché avec cette lecture. Je pense qu'il y a deux choses qui ont fait que j'ai pas aimé. Alors l'ouvrage dans sa globalité, je pense que je l'aurais pas trop aimé de base en VO, c'est sûr et certain. Je pense que ça ne l'aurait pas fait dans tous les cas. Mais je pense aussi que la traduction a fait vraiment baisser ma note encore plus, parce que je trouve que la traduction, quand on compare les passages en français et en anglais, est beaucoup trop littérale. Et c'est un traducteur, je suis allée voir ce qu'il fait, il a traduit énormément d'ouvrages que j'ai lus et qui sont très bien traduits, mais beaucoup de science-fiction. Et en fait, je pense que le problème, c'est que quand c'est du YA romantasy, en tout cas pour moi, ça passe pas, sa manière de traduire. C'est beaucoup trop haché, c'est beaucoup trop plat, en fait, il y a pas de nuance. Et il y a des expressions, enfin par exemple, on va dire... À un moment en anglais, il y a le personnage qui hennit. Voilà, elle hennit comme une jument. Bon, me demandez pas pourquoi. J'ai trouvé ça bizarre, ça a été traduit en français comme ça. Elle lui hennit dessus. Sauf qu'ensuite, ce passage-là, il y a une autre référence qui est faite en anglais, où le personnage féminin refait référence au fait de hennir comme un cheval. Et là, le traducteur a traduit ça en français par « il me suit comme un petit chien ».
Et du coup, pour moi, ça marche pas parce que la référence qui a été refaite en anglais par rapport à un passage précédent, bah, il l'a pas retraduite comme ça en anglais. Et c'est des trucs tout bêtes, enfin en français. C'est des trucs tout bêtes, mais c'est ce qui fait que moi, quand j'ai certains passages, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que le ton en fait, enfin vraiment, et ça me fait sortir de ma lecture. Pareil, il y a de la narration entre parenthèses et tout, enfin vraiment, je pense que la traduction n'a pas aidé. Dans tous les cas, j'ai pas du tout accroché à la romance, j'ai pas du tout accroché aux personnages, j'ai trouvé leurs réactions mais complètement disproportionnées. Les réactions de Luella par rapport à Luke, je trouve que tu passes de tout à rien sans aucune nuance, et ça c'est la même chose pour le coup en anglais. Donc c'est pour ça que je pense que dans tous les cas, c'est pas un livre qui m'aurait plu, de par l'histoire que ça raconte dans tous les cas. Mais voilà, je pense que c'est ces deux aspects-là qui ont joué, autant le fond du livre en lui-même que la forme qui vraiment n'est pas venue aider le livre entre guillemets. Et voilà, du coup pour ce qui est de mes pires lectures de 2022, j'en ai pas eu énormément, donc je suis quand même plutôt contente et j'espère que 2023 me réservera aussi très peu de lectures négatives. Mais c'est toujours intéressant, mine de rien, de lire ce genre de livre et d'avoir un retour différent d'autres personnes et de pouvoir échanger là-dessus, parce que je sais par exemple, Prince Captif, j'ai eu beaucoup d'échanges sur ce livre et c'est toujours intéressant de confronter plusieurs points de vue. Ça veut pas dire, voilà, parce que sous prétexte qu'on a aimé un livre et d'autres non, ou vice versa, qu'on peut pas échanger là-dessus et avoir des échanges constructifs, voilà. Et du coup, on va passer au livre que j'ai aimé, et cette fois-ci, c'est peut-être à vous de dire que c'est de la grosse taupe en commentaire, mais j'espère pas. Alors du coup je les prends un peu dans n'importe quel ordre parce que je me souviens plus quel livre correspond à quel mois, mais c'est pas grave. En premier, je prends un des seuls ouvrages de non-fiction que j'ai lu cette année, mais une pépite vraiment. Et c'est My Body de Emily Ratajkowski qui a été traduit en français, celui-ci. Et c'est vraiment un livre, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais qui m'a permis de me confrontée à mes propres préjugés et à mon propre sexisme entre guillemets, parce que je faisais partie de ces personnes-là qui jugeaient Emilia Ratajkowski purement sur le physique. Je vais être purement honnête, honnêtement, je m'étais jamais vraiment penchée sur le fond de ce qu'elle pouvait avoir à dire, parce que j'étais complètement fermée dans la vision que j'avais de son physique. Et au final, c'est un livre qui m'a vraiment permis de me confronter à comment est-ce que même nous, les femmes, on objectifie d'autres femmes. Et c'est un livre qui est extrêmement intéressant du coup sur le sexisme dans la société globale, le sexisme dans le mannequinat, les agressions sexuelles, sur comment est-ce que certaines femmes objectifient leur propre corps pour éviter qu'on le fasse à leur place. Enfin voilà, je trouve que c'est un livre déjà assez abordable en anglais. Je pense que si vous souhaitez commencer à lire en anglais, ça peut être un bon début. Et c'est surtout un livre qui aura beaucoup de choses à apprendre à beaucoup de monde, même si, comme moi, on peut ne pas s'y attendre à la base. C'est un livre que j'ai énormément aimé, que j'ai beaucoup annoté et que je peux que recommander. Il est aussi disponible en audiobook et narré par Emilie Ratajkowski. Donc voilà, si vous souhaitez lire un petit peu plus de non-fiction cette année, en 2023, je peux que vous le recommander. Ensuite, celui-ci, je sais que je l'ai lu en février parce que je l'ai lu le mois de sa sortie, et c'est Crescent City de Sarah J. Maas. Celui-ci aussi a été énormément annoté, je pense que vous le voyez. Moi, c'est de la saga Crescent City, des 2 tomes qui sont sortis, mon tome préféré pour le moment, parce que je pense que dans Crescent City, je préfère le world building aux personnages. Dans ACOTAR, je préfère les personnages au world building, enfin j'adore les deux, mais j'ai vraiment énormément d'attachement aux personnages. Pareil dans Throne of Glass, un peu moins dans Crescent City. J'ai du mal à m'attacher aux personnages, et du coup ce que j'adore c'est le world building. Et je trouve que dans ce livre-là, on est beaucoup plus centré sur l'évolution de l'intrigue et l'évolution du world building, et du coup je pense que c'est pour ça que je fais partie des personnes qui préfèrent le tome 2 au tome 1. En plus de ça, il se finit sur un plot twist de dingue. Encore une fois, j'ai envie de dire, Sarah J. Maas, quand est-ce que tu nous sors la suite? Parce que c'est pas possible de faire des pépites pareilles et ensuite d'attendre 1 an, 2 ans avant de sortir la suite. Mais voilà, ça montre juste qu'elle a une manière d'écrire et de construire ses intrigues qui fonctionne tellement bien pour moi, et à chaque fois je peux que être choquée par le génie qu'elle a dans son écriture entre guillemets, et elle me fait toujours ressentir des émotions que peu d'auteurs arrivent à me faire ressentir avec autant de force, donc j'étais obligée de le mettre dans mon classement. Ensuite, on change de genre, franchement je suis contente, j'ai plein de genres différents parmi mes meilleures lectures de l'année, et ça c'est très très cool. Là j'ai un thriller paranormal, et c'est The Broken Girls de Simon St. James. Celui-ci c'est un thriller qui se passe sur 2 timelines différentes, une en 1950 et une en 2014, toutes les deux dans le Vermont. En 1950 ça se passe dans un pensionnat pour les jeunes filles à problème, les jeunes filles dont on ne veut pas, celles qui sont illégitimes, et on y suit un groupe de copines et on sait que l'une d'entre elles va disparaître. Et à l'inverse, en 2014, on suit notre personnage principal, Fiona, dont la sœur a disparu, en fait, a été même assassinée il y a des années, et elle n'arrive pas à sortir cette affaire de la tête, et elle est persuadée qu'il y a quelque chose qui cloche autour de la résolution de l'enquête.
et elle va commencer à mener un petit peu sa propre enquête et c'est ce qui va nous faire se rejoindre les deux timelines. J'ai trouvé que c'était très bien fait, contrairement à ce qu'il y a parfois dans d'autres livres avec des timelines différentes, c'est que je trouve que on peut à chaque fin de chapitre rester sur sa fin et être frustré de passer sur l'autre temporalité. Là pas du tout, je trouve qu'à chaque fois c'est bien fait pour qu'on soit jamais frustré de changer entre 1950 et 2014. Si vous avez envie de lire des thrillers paranormaux, je peux que vous recommander les livres de Simone St. James. On passe à un livre que je ne peux pas vraiment catégoriser en termes de genre, parce que c'est ce que j'ai adoré dans ma lecture, c'est qu'on ne peut pas vraiment savoir en fait ce qui se passe et comment catégoriser le livre. Pendant toute ma lecture, je savais pas si c'était du contemporain, de l'horreur, de la science-fiction, de la fantasy, de la dystopie. En fait, c'est un livre qui va vous laisser avec le cerveau en ébullition tout au long de votre lecture. Moi, je vous conseille vraiment de le lire à plusieurs parce que c'est trop bien de pouvoir faire vos théories au fur et à mesure. Je l'ai lu avec ma copine Mathilde et on a passé notre temps à s'envoyer des vocaux, à essayer d'échanger pour comprendre. On a même lu la fin en direct ensemble parce qu'on avait besoin de savoir ce qui se passait réellement. Pour vous donner un petit résumé approximatif, parce que je veux pas du tout vous indiquer quoi que ce soit sur la nature du livre, on y suit une famille qui réside dans un petit village qui vit en autarcie et dont il y a très peu de gens qui sortent, on va dire peut-être une fois par an, pour aller se ravitailler auprès de la grande ville. Et un jour, eh bien le cheval qui menait l'expédition revient et il est complètement lacéré, il est en train de mourir et plus aucune trace des gens qui étaient partis faire l'expédition de ravitaillement. Et on va se rendre compte en fait que la ville commence à être peut-être menacée par des choses qui se passent à l'extérieur, dans la forêt qui les entoure, mais on ne sait pas ce que c'est. Il faut savoir que cette ville, elle est réglée par différentes règles qu'il ne faut pas enfreindre. C'est tout ce que je peux vous dire, c'est juste une pépite. Et c'est par Erin A. Craig, l'auteur de House of Salt and Sorrow, qui a été traduit, il me semble, en français celui-ci. J'ai hâte qu'il traduise Small Favor aussi parce que c'est une pépite. Après, encore un livre très atmosphérique, un peu dans la même vibe, on a Spells for Forgetting de Adrienne Young, que j'ai énormément aimé. C'est par l'autrice de Fable. J'ai lu Fable, j'ai beaucoup moins aimé. Je trouve que ce livre-ci, qui est son premier livre adulte, est vraiment beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus accroché avec la plume, avec la romance. Et pour vous donner un petit résumé, j'essaye de le relire pour pas vous spoiler, on y suit Emery dont la vie a été complètement changée à la veille de sa cérémonie de remise de diplôme du lycée, quand l'amour de sa vie, Auguste, eh bien, est accusé du meurtre de sa meilleure amie, Lily. Et que va faire Auguste? Il va s'enfuir et elle va pas le revoir pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il revienne sur l'île pour enterrer les cendres de sa mère. Et ça va ramener énormément de secrets, ça va faire réémerger beaucoup de choses et il va falloir découvrir si Auguste a vraiment assassiné Lily ou pas, sachant que c'est une île qui est fermée comment dire, au reste du monde pendant l'hiver. Donc là, ils vivent complètement en autarcie et c'est une ville qui a énormément de secrets et de traditions et peut-être même certains pouvoirs. On reste sur de la fantasy avec Lore Olympus. Alors, c'est le tome 3 dont je vais vous parler, mais j'ai que le tome 2 ici, donc du coup j'ai pris le tome 2 pour avoir le visuel, mais je veux vous parler du tome 3 parce que pour moi c'est mon tome préféré jusqu'à présent. C'est le tome qui mélange au mieux pour moi l'humour, la romance, tout en continuant d'aborder les sujets difficiles qui sont abordés depuis le début de cette saga. Et j'ai beaucoup aimé l'évolution de la relation entre Hadès et Perséphone, même si Hadès m'a légèrement tapé sur le système dans ce tome-ci. J'ai trouvé l'humour incroyable, les planches sont juste génialissimes et les relations entre les personnages secondaires et les personnages principaux se développent de plus en plus et il y en a que j'adore. Je vous dis rien, je vous dis pas qui pour pas vous spoiler, mais il y a certaines relations que je trouve pépites. Ensuite, on part sur du gore. Vraiment là, un livre un petit peu trash et c'est A Dowry of Blood de S.T. Gibson. Celui-ci, c'est un retelling du mythe autour du comte Dracula. Même si on ne sait pas vraiment si c'est le comte Dracula, on s'en doute, parce qu'on y suit Constanta, qui un jour est sur le point de mourir, mais elle rêve de se venger, et le comte Dracula va lui promettre l'éternité et la vengeance si elle accepte de devenir une vampire. Et bien dans on va dire la folie du moment, elle accepte et elle va devenir une de ses femmes, une de ses seules femmes d'ailleurs pour le moment. Et le livre commence par Constanta qui s'adresse à Dracula sous le format de lettres et qui lui explique pourquoi est-ce qu'elle l'a tué. Donc on sait dès le début qu'elle va tuer le comte Dracula et tout le livre se passe sous le format épistolaire où Constanta adresse des lettres pour raconter le cheminement à partir du moment où elle est devenue vampire jusqu'au moment où elle assassine Dracula pour expliquer comment est-ce qu'elle en est venue à ce point-là. Et c'est un livre qui est extrêmement bien construit sur les relations toxiques et comment est-ce que la haine et l'amour peuvent se mélanger jusqu'à ce que ça soit tout simplement juste plus supportable. Ensuite, on va parler de Arline de Stjepan Sejic, je le prononce probablement
atrocement mal, mais c'est mon comic favori de cette année et c'est un comic, comme vous vous en doutez, qui vient parler de l'histoire de Harley Quinn et qui explique en fait tout le cheminement de comment elle devient Harley Quinn, comment le Dr. Quinn devient Harley Quinn et le début de la romance avec le Joker. Et c'est un livre que j'ai trouvé extrêmement bien construit sur le côté psychologie des personnages. En plus de ça, les planches sont juste sublimes, vraiment. Je pense que c'est les représentations en termes de dessin que j'aime le plus de ces deux personnages. C'est sublime et vraiment je trouve que la psychologie autant de Harley Quinn que du Joker est extrêmement bien construite et ficelée. On arrive à comprendre entre guillemets un petit peu les deux personnages et ça j'aime énormément. Donc je peux que vous le recommander si vous aimez l'univers DC Comics. Un que j'ai aussi énormément aimé, forcément puisqu'il est dans ce top-ci, et c'est The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axio. J'ai plus la jaquette parce que j'ai le dos visible dans ma bibliothèque. The Girl Who Fell Beneath the Sea, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un village où depuis des années, chaque année, ils doivent sacrifier une jeune fille à la mer, pour le dieu de la mer, pour apaiser sa colère et essayer de trouver sa véritable bride, sa véritable épouse, parce que c'est la seule personne qui sera capable d'apaiser la colère du dieu de la mer et donc d'empêcher les tempêtes dévastatrices qui s'abattent sur le village. Jusqu'au jour où la jeune femme qui est choisie, c'est la fille dont le frère de notre personnage principal est amoureux. Je sais pas si la relation est facile à comprendre, mais voilà, notre personnage principal, son frère, sa meuf, c'est sa meuf qui est choisie, et donc notre personnage principal, elle veut pas que son frère ait le cœur brisé, donc elle va se jeter dans la mer à sa place pour devenir l'épouse du dieu de la mer. Et peut-être essayer de briser la malédiction qui s'abat sur ce dernier. Mais il y a beaucoup de choses qui vont s'en suivre et donc on va suivre son chemin dans la mer et c'est un univers, un world building qui est juste incroyable et j'ai beaucoup aimé tous les personnages. Je trouve que c'est un livre qui est clairement sous-coté et qui mériterait d'être plus mis en avant si vous aimez les livres avec un world building très riche et un univers assez original. Et ma meilleure lecture en termes de dystopie revient à Absolu. Honnêtement, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, donc je vais pas forcément me réattarder dessus. Sachez juste qu'il sort le 1er février et que si vous étiez un ou une grande fan du Labyrinthe, de Divergente ou de Hunger Games, c'est un livre qui va vous plaire à 100%, c'est sûr et certain. On peut avoir un petit peu d'appréhension parce que c'est un premier roman, mais laissez-moi vous dire qu'on a clairement encore une fois l'effet Christelle Dabos avec un premier roman qui est juste incroyable. La plume est dingue, les retournements de situation sont géniaux, le réalisme dans ce livre est vraiment juste bluffant. On voit absolument pas défiler les pages, j'ai trouvé ça extrêmement bien ficelé, j'ai beaucoup aimé tous les personnages, il y a une vraie diversité en termes de personnages, donc on peut forcément trouver quelqu'un à qui s'identifier. Et voilà, pour vous donner un petit résumé rapide, on y suit la 20e génération qui est envoyée dans la zone. Ça va faire 20 ans que chaque année il y a une génération qui est envoyée pour essayer de tuer la chose. La chose est enfermée dans la zone qui est en fait la ville de Varsovie, encerclée par un mur impénétrable et depuis 20 ans personne n'a jamais réussi à la tuer et nous on va y suivre la 20e génération qui est envoyée et qui va peut-être se rendre compte que le monstre n'est peut-être pas celui que l'on croit. C'est une pépite, ça se lit très vite, c'est plein de rebondissements, très bien écrit, je ne peux que vous le conseiller. Et l'avant-dernier livre, c'est une romantaisie, vraiment plus romance avec un sous-fond de fantaisie. Donc c'est pour ça que j'étais assez surprise de le mettre dans mon classement parce que bon, la romance et moi, ça fait quand même deux. Et celui-ci, c'est The Undertaking of Heart and Mercy. Ça a été une super belle surprise, honnêtement, je pensais pas du tout autant accrocher et je l'ai dévoré. Et pour vous donner un petit synopsis, on y suit Heart et Mercy. Mercy, elle tient des pompes funèbres en fait, elle s'occupe de gérer ça parce que plus personne dans sa famille ne peut vraiment s'en occuper, même si normalement ce n'est pas hérité de père en fille mais de père en fils, et donc elle se retrouve à gérer les pompes funèbres et régulièrement Hart qui est un marshal, donc les marshals sont ceux qui patrouillent on va dire les zones dangereuses où il y a des âmes qui peuvent devenir mauvaises, qui se baladent et qui peuvent traverser le voile entre guillemets, et les marshals doivent empêcher les âmes de traverser le voile entre le monde des âmes entre guillemets et la ville réelle. C'est le job des marshals et de temps en temps c'est à lui de ramener des corps à Mercy pour qu'elle les embaume entre guillemets et éviter qu'ils deviennent ces mauvaises âmes que chasse Hart. Et donc régulièrement ils sont obligés de se confronter l'un à l'autre, mais ils se détestent. Voilà, ils ont jamais pu se piffer, à chaque fois qu'ils se voient c'est pour se balancer des horreurs, sauf qu'ils sont tous les deux très seuls, et un jour Hart va décider d'écrire une lettre à une inconnue, à un inconnu, il écrit une lettre comme ça dans le vide entre guillemets et il l'envoie à personne, il met pas d'adresse, rien, sauf que c'est Mercy qui va recevoir sa lettre et ils vont commencer une relation, un échange épistolaire sans savoir qu'ils s'adressent l'un à l'autre.
Et en même temps, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans l'univers qui vont aussi les ramener à se rapprocher. Enfin bref, c'est une super romance. Et le fond de fantasy est aussi vraiment cool. Donc je peux que vous recommander si vous aimez ces deux genres et que le résumé vous fait envie. Même si j'ai l'impression que mon résumé était un petit peu abstrait, on va dire. Et enfin, celui-ci, c'est vraiment une de mes pépites favorites de l'année. Her Majesty's Royal Coven de Juno Dawson. Et donc dans ce livre-ci, on y suit Her Majesty's Royal Coven, donc le coven de sorcières de Sa Majesté. Et leur job, c'est de protéger la couronne et de protéger le monde contre les forces magiques et diaboliques. Mais leur pire ennemi vient de l'intérieur, puisque il y a des murmures d'une prophétie d'un enfant qui amènerait les couvents à genoux. Et on doit suivre 4 meilleurs amis qui sont un petit peu prises au milieu des feux entre guillemets et qui vont avoir des avis assez divergents puisque il est dit que l'enfant de la prophétie pourrait être le Léviathan et donc anéantir toute la société, et il y a des gens qui vont vouloir tuer cet enfant et d'autres qui vont vouloir le protéger. Et nous on va suivre Elena, Niamh, Léonie et elle. Alors Niamh, je crois que ça se prononce Niamh, mais je suis pas sûre parce que je crois que c'est écossais. Mais je suis plus sûre, et elles qui vont essayer d'arrêter la prophétie avant qu'il ne soit trop tard. Ou est-ce que les différences qui ont commencé à les séparer depuis leur jeunesse vont être juste trop grandes pour être surmontables? Et à la fin c'est écrit: la vie en tant que sorcière moderne n'était jamais simple, mais c'est sur le point de devenir apocalyptique. Et c'est juste une pépite, je peux que vous le recommander. J'adore. Et l'auteur est transgenre, donc c'est aussi un livre avec un own voice pour le coup. Je peux que vous le recommander, enfin vraiment c'est une pépite. Et voilà qui conclut mes meilleures et mes pires lectures de 2022. Je suis trop contente, j'ai eu vraiment énormément de lectures, ça a été très dur d'en choisir que 12, donc ça veut dire que vraiment j'ai eu une très belle année. Et j'espère avoir autant de bonnes lectures en 2023. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre meilleure et votre pire lecture de l'année 2022 en commentaire pour qu'on échange là-dessus. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.